Le rancher veuf franchit péniblement le seuil de sa maison à l'aube, les jointures couvertes de sang séché et le désespoir gravé sur chaque ride de son visage buriné, sachant que s'il ne trouvait pas rapidement de l'aide, il perdrait tout ce qui comptait pour lui. Kendrick Yates avait enterré sa femme Sarah 3 mois plus tôt dans un sol jour d'octobre, à l'extérieur de Willocks, en Arizona. Et depuis ce terrible jour de 1884, son monde s'était effondré petit à petit. 6 enfants dépendaient de lui, et il les laissait tous tomber. La plus jeune, Molly, âgée de 2 ans, pleurait depuis des heures. Thomas, 4 ans, s'accrochait à la jupe de sa grande sœur, le visage couvert de larmes et de saleté. James, 8 ans, essayait de maintenir l'ordre, mais il n'était lui-même qu'un enfant. Rebecca, 10 ans, faisait de son mieux pour gérer le foyer, mais le poids de cette responsabilité écrasait ses jeunes épaules. Les jumeaux, Martha et Michael, âgés de 6 ans, se disputaient constamment parce qu'ils ne savaient pas comment exprimer leur chagrin et leur confusion. Kendrick avait essayé. Dieu sait qu'il avait essayé. Il travaillait au ranch avant le lever du soleil et jusqu'à longtemps après la tombée de la nuit. Mais le bétail avait besoin d'être soigné et les enfants avaient besoin d'être élevés, et il ne pouvait pas faire les deux. La maison était devenue un désastre, avec de la vaisselle sale, des vêtements non raccommodés et le chaos. La nuit dernière, après avoir couché les enfants, désespéré et à moitié fou de fatigue, il était allé en ville et s'était battu au saloon quand quelqu'un avait suggéré qu'il confie les plus jeunes à un orphelinat. Il avait cassé le nez de l'homme et avait failli se faire jeter en prison. Le shérif Morrison l'avait laissé partir avec un avertissement, mais aussi avec un conseil inattendu. Il y a une femme qui séjourne à la pension, avait dit le shérif, tout en essuyant le sang des jointures fendues de Kendrick. Elle est veuve. Elle est arrivée en diligence il y a 2 semaines. Elle s'appelle Willa Osborne. Elle sait s'occuper d'une maison, enseigner, soigner. Je l'ai entendu parler à Mme Patterson de son besoin de travail. Elle pourrait être la réponse à tes prières, Kendrick, si tu as l'intelligence de lui demander. Alors que le soleil de l'Arizona montait dans le ciel et que Kendrick regardait Rebecca essayer de nourrir Molly tout en empêchant Thomas de manger de la terre et en séparant les jumeaux qui se battaient, il savait qu'il n'avait pas le choix. La fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il lava le sang sur ses mains, enfila sa chemise la plus propre et retourna à Wilcox, le cœur battant à tout rompre. La pension se trouvait sur Main Street, un bâtiment blanc bien entretenu avec des volets bleus que Mme Patterson gardait impeccables. Kendrick attacha son cheval au poteau d'attache et monta les marches, retirant son chapeau avant de frapper à la porte. Mme Patterson lui ouvrit, les sourcils levés à sa vue. Monsieur Yates, je ne m'attendais pas à vous voir ce matin, vu ce que j'ai entendu dire à propos de la nuit dernière. Madame, je cherche Mel Osborne. Willa Osborne. Le shérif Morrison m'a dit qu'elle séjournait peut-être ici. Madame Osborne? Corrigea Madame Patterson. Elle est veuve, et que lui voulez-vous? Je dois lui parler d'une proposition, d'un travail. Il tordait son chapeau entre ses mains. C'est à propos de mes enfants, madame. Je suis désespéré. L'expression de Madame Patterson s'adoucit. Elle savait que Sarah avait assisté aux funérailles et avait vu le monde de Kendrick s'écrouler. Attendez ici. Elle revint quelques minutes plus tard avec une femme que Kendrick n'avait jamais vue auparavant. Et pendant un instant, il oublia pourquoi il était venu. Willa Osborne avait peut-être 26 ou 27 ans, avec des cheveux auburn tirés en arrière en un chignon pratique et des yeux gris-verts qui l'évaluaient avec une franchise déconcertante. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, mais elle avait quelque chose de frappant, une compétence et une force qui rayonnaient de son attitude même. Monsieur Yates, dit-elle d'une voix basse et claire, Madame Patterson dit que vous souhaitez discuter d'un emploi. Oui, madame, pourrions-nous parler en privé? Peut-être sous le porche, répondit-elle après réflexion, puis elle acquiesça. Ils sortirent et Kendrick ne sut soudainement plus par où commencer. Willis lui épargna cette peine. J'ai appris pour votre femme. Toutes mes condoléances. Je crois savoir que vous avez 6 enfantes. Oui, madame, et je suis dépassé. Les mots sortirent bruts et honnêtes. Je n'arrive pas à gérer le ranch et à les élever correctement. La maison tombe en ruine. Ils sont en train de s'effondrer et je les déçois chaque jour. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à garder ma famille unie. Quelqu'un qui sache gérer un foyer, qui sache cuisiner, nettoyer, leur enseigner des choses et prendre soin d'eux. Je peux vous payer un salaire, pas très élevé, mais correct.
Logement et repas compris, bien sûr, vous auriez votre propre chambre. Willow resta silencieuse pendant un long moment, étudiant son visage. Pourquoi moi? Le shérif a dit que vous aviez des compétences. Il a dit que vous cherchiez du travail. Il a dit que vous étiez une femme honnête. Il croisa son regard. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête, Madame Osborne. Quelqu'un qui traitera mes enfants avec gentillesse. Ils ont perdu leur mère. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de dur ou de cruel. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur apporter de la stabilité et de l'attention. Qu'est-il arrivé à votre main? Kendrick baissa les yeux vers ses jointures meurtries. Quelqu'un m'a suggéré de confier mes plus jeunes enfants à un orphelinat. Je n'étais pas d'accord. Une lueur d'approbation passa sur le visage de Willa. Je vois. Elle croisa les mains devant elle. Monsieur Yates, je vais être direct avec vous. J'ai 30 ans. J'ai été marié pendant 5 ans avant que mon mari ne décède d'une pneumonie l'hiver dernier au Kansas. Nous n'avions pas d'enfants, même si j'en voulais. Je suis venu dans l'Ouest parce qu'il ne me restait plus rien là-bas. Je sais m'occuper d'un foyer, je sais cuisiner, nettoyer, conserver les aliments, m'occuper d'un jardin et gérer les comptes. J'ai travaillé comme enseignante avant de me marier. Je peux donc éduquer vos enfants. Je n'ai pas peur du travail et je n'ai pas peur des enfants. L'espoir jaillit dans la poitrine de Kendrick. Alors vous allez y réfléchir. Je dois d'abord voir la situation. Je dois rencontrer les enfants et voir la maison. Je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir et je n'accepterai pas un poste qui ne me convient pas. Elle pencha la tête. Pouvez-vous m'y emmener maintenant? Oui, madame, tout de suite, si vous le souhaitez. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent au ranch. La maison était une vaste structure de plein pied qui avait autrefois été bien entretenue, mais qui montrait désormais des signes de négligence. Du linge était suspendu mollement à une corde à linge, dont une partie était manifestement là depuis plusieurs jours. Les marches du porche avaient besoin d'être réparées. À l'intérieur, Kendrick savait que la situation était encore pire. Il aida Willa à descendre de la voiture, très conscient de la douceur de sa main dans la sienne, du temps qui s'était écoulé depuis qu'il avait touché une femme sans que le chagrin n'assombrisse son esprit. Le chaos les frappa dès qu'ils entrèrent. Rebecca se tenait devant la cuisinière, les larmes coulant sur son visage, tandis que quelque chose brûlait dans une casserole. Molly hurlait dans son berceau, les jumeaux se tiraient les cheveux. Thomas avait apparemment trouvé de la boue quelque part et la traînait sur le sol. James était assis dans un coin, les épaules voûtées, l'air complètement abattu. Kendrick voulut faire demi-tour et partir pour épargner à Willa la honte de voir ce désastre. Mais elle s'avança, retirant ses gants. « Rebecca, c'est ça? » demanda-t-elle à la fille aînée, d'une voix calme et gentille. Rebecca acquiesça en s'essuyant les yeux. « Éloigne-toi de la cuisinière, ma chérie. Tu te débrouilles très bien, mais laisse-moi t'aider. » Willa s'approcha de la cuisinière, retira la poêle brûlante et ouvrit une fenêtre pour évacuer la fumée. Puis elle se retourna pour observer la pièce, l'air pensif plutôt que critique. « Martha et Michael, arrêtez de vous tirer les cheveux immédiatement. Asseyez-vous à cette table et ne bougez pas. » Quelque chose dans son ton fit obéir les jumeaux immédiatement. « James, j'ai besoin que tu emmènes ton frère dehors pour le nettoyer. Utilise la pompe. Rebecca, montre-moi où sont rangés les chiffons propres. Monsieur Yates, prenez votre fille. » Kendrick se leva automatiquement et sortit Molly de son berceau. Les pleurs du bébé cessèrent dès qu'il la prit dans ses bras, et elle enfouit son visage contre son épaule. Ce qui suivit fut la transformation la plus remarquable que Kendrick ait jamais vue. En moins d'une heure, Willa avait organisé les enfants, évalué les provisions, commencé à préparer un vrai repas et commencé à remettre de l'ordre dans le chaos. Elle fit tout cela avec efficacité et, surtout, avec gentillesse. Elle ne cria pas et ne critiqua pas. Elle se contenta de diriger, d'encourager et de travailler à leur côté. Au moment où le déjeuner fut prêt, les enfants étaient assis à une table propre, mangeant une soupe chaude et du pain frais que Willa avait réussi à concocter à partir du garde-manger presque vide. Molly était assise sur les genoux de Rebecca, mâchant joyeusement une croûte de pain. Les jumeaux étaient calmes, mais sereins. Même Thomas avait cessé de pleurer. Kendrick se tenait dans l'embrasure de la porte, observant cet inconnu remettre de l'ordre dans son monde brisé, et il sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Après le repas,
Willa le prit à part. Mais, Yates, je vais être honnête avec vous. Cette situation est difficile, mais elle n'est pas impossible. Vos enfants sont de bons enfants qui sont en deuil et perdus. Ils ont besoin de structure, de cohérence et d'amour. Ils ont besoin de vêtements propres, de repas réguliers et de quelqu'un pour les border le soir. Rebecca porte une responsabilité bien trop lourde pour une enfant de 10 ans. James se renferme parce qu'il pense qu'il devrait être l'homme de la maison et qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Les jumeaux ont besoin d'attention et de limites. Thomas et Molly ont besoin de soins constants. Je sais, dit Kendrick d'une voix rauque, je sais tout cela, et je ne peux pas leur donner. Pas tout seul. Vous n'avez pas à être seul, dit Willa en le regardant dans les yeux. J'accepte le poste, Monsieur Yates, mais j'ai des conditions. Dites-les-moi. Premièrement, le bien-être des enfants passe avant tout, y compris le travail au ranch. Si quelque chose doit être fait pour eux, il faut le faire. Deuxièmement, j'ai besoin de votre soutien. Si j'établis une règle ou une routine, vous devez me soutenir, pas me saper. Troisièmement, j'ai besoin d'un budget pour les dépenses du ménage et de l'autorité pour le gérer. Quatrièmement, un jour de congé par semaine pour aller à l'église et avoir du temps pour moi. Et cinquièmement, nous devons être clairs sur les limites et les attentes. Vous aurez tout cela, répondit immédiatement Kendrick. Tout ce dont vous avez besoin. Quand pouvez-vous commencer? Je dois récupérer mes affaires à la pension et régler ma note. Je peux être de retour ici ce soir si cela vous convient. Cela me convient parfaitement, Madame Osborne. Mieux que parfaitement. En la raccompagnant en ville, Kendrick ressentit les premiers signes d'espoir qu'il avait éprouvés depuis la mort de Sarah. Peut-être, juste peut-être, que sa famille pourrait survivre à cela. Après tout, ce soir-là, Willer revint avec 2 malles et un fauteuil à bascule. Kendrick les transporta dans la petite pièce à côté de la cuisine qui avait autrefois été la salle de couture de Sarah. Elle avait une fenêtre, un lit et une petite armoire. Rien d'extraordinaire, mais Willis semblait satisfaite. « Cela fera très bien l'affaire, » dit-elle en suspendant ses robes dans l'armoire avec une efficacité remarquable. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 mois, les enfants se couchèrent propres, repus et calmes. Willa avait réussi à les laver tous, malgré les difficultés logistiques. Elle avait raccommodé une déchirure dans la robe de Martha, retrouvé le cheval en peluche perdu de Thomas et lu une histoire à James. Kendrick l'avait observé de loin, impressionné par la facilité avec laquelle elle accomplissait toutes ses tâches. Une fois les enfants endormis, Kendrick trouva Willa dans la cuisine, en train de dresser une liste à la lumière d'une lampe. « Je fais l'inventaire de ce que nous avons et de ce dont nous avons besoin, » expliqua-t-elle. « Le garde-manger est presque vide. Nous aurons besoin de provisions de la ville, de la farine, du sucre, du café, des haricots, du sel, du porc, des fruits secs et des légumes, si nous pouvons en trouver, et aussi du tissu pour les vêtements. Les enfants grandissent et tout leur va trop petit. Du fil, des aiguilles, du savon, de l'huile pour la lampe. Je vais devoir commencer un potager dès que possible, mais c'est un projet pour le printemps. » Kendrick s'assit en face d'elle, soudainement épuisé. « Comment avez-vous fait tout cela aujourd'hui? » « Avec de la pratique et par nécessité. » Elle leva les yeux de sa liste. « Monsieur Yates, vous devez savoir que cela va devenir plus difficile avant de s'améliorer. Pour l'instant, tout est nouveau et les enfants se comportent de leur mieux. Mais le chagrin vient par vagues et ils vont tester les limites. Il y aura des jours difficiles. Je comprends. Et vous? » Ses yeux gris verts étaient pénétrants, car vous devrez être présent pendant ces jours difficiles aussi. Je peux m'occuper du ménage et des enfants, mais je ne peux pas être leur père. Ils ont besoin de vous, Monsieur Yates. Pas seulement de votre argent et du toit que vous leur offrez. Ils ont besoin que vous soyez là pour leur parler, pour les serrer dans vos bras quand ils pleurent leur mère. Pouvez-vous le faire? La question le toucha profondément, car Kendrick savait qu'il avait précisément évité cela. Il était plus facile de se tuer à la tâche que d'affronter le chagrin de ses enfants, car leur chagrin lui rappelait le sien. « Je ne sais pas, admit-il, mais je vais essayer. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Willer reprit sa liste, et Kendrick resta assis là un moment, observant la façon dont la lumière de la lampe se reflétait dans ses cheveux auburn, le mouvement habile de ses mains tandis qu'elle écrivait. Il se leva brusquement. « Je vous souhaite une bonne nuit, Madame Osborne, et je vous remercie pour aujourd'hui, pour tout. Bonne nuit, Monsieur Yates. »
Les jours qui suivirent établirent un nouveau rythme. Willer se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner et habiller les enfants. Kendrick travaillait au ranch, accompagné de James lorsque celui-ci était disponible, enseignant aux garçons tout ce qu'ils devaient savoir. Willa faisait l'école à Rebecca et aux jumeaux tout en occupant Thomas et Molly. Elle cuisinait, nettoyait, raccommodait et gérait tout cela avec une énergie apparemment inépuisable. Mais ce sont les petits moments qui ont le plus marqué Kendrick. La façon dont Willa chantait pendant qu'elle travaillait. De vieux hymnes et des chansons folkloriques qui remplissaient la maison d'une musique qu'elle n'avait plus entendue depuis la mort de Sarah. La façon dont elle écoutait Rebecca parler de sa mère sans changer de sujet ni paraître mal à l'aise. La façon dont elle tenait Molly dans ses bras et la berçait chaque soir dans ce fauteuil qu'elle avait apporté de la pension. 2 semaines après l'arrivée de Willa, Kendrick revint du pâturage nord et la trouva en train d'apprendre aux 6 enfants à fabriquer des décorations de Noël. C'était début décembre et il avait complètement oublié les fêtes. Nous fabriquons des guirlandes en papier, annonça Martha, en brandissant une boucle de papier coloré et des fils de popcorn. Demain, Madame Osborne dit que nous pouvons couper un sapin dans le canyon, ajouta Michael. Un vrai sapin pour l'intérieur de la maison. Kendrick regarda Willa, qui aidait Thomas à découper des bandes de papier. Nous n'avons pas fêté Noël depuis le décès de Sarah l'année dernière, dit-il doucement. Je sais. Will croisa son regard, mais la vie continue. Monsieur Cray et les enfants ont besoin de joie. Ils ont besoin de tradition et de célébration. Ils ont besoin de raisons de sourire. Il réalisa qu'elle y avait raison et qu'il avait été égoïste dans son chagrin, refusant à ses enfants le réconfort dont il avait lui-même besoin. Ce week-end-là, ils se rendirent tous au canyon et coupèrent un sapin odorant. Kendrick et James le ramenèrent à la maison et l'installèrent dans le salon. Les enfants le décorèrent avec des guirlandes en papier, des guirlandes de popcorn et de petites décorations que Willa avait fabriquées à partir de bouts de tissu et d'objets trouvés. Lorsqu'ils ont allumé les bougies sur les branches le soir de Noël, Kendrick a vu pour la première fois depuis plus d'1 an l'émerveillement sur le visage de ses enfants. « C'est magnifique », a murmuré Rebecca. Et son sourire ressemblait tellement à celui de Sarah que le cœur de Kendrick s'est serré. Willa avait réussi à fabriquer de petits cadeaux pour chaque enfant, des objets pratiques pour la plupart, mais emballés avec soin. De nouvelles mitaines, un sifflet sculpté, une poupée de chiffon, un livre. Les enfants étaient ravis. Kendrick était allé en ville acheter du tissu et un nouveau châle pour Willa, se sentant mal à l'aise, mais voulant reconnaître tout ce qu'elle avait fait. Lorsqu'elle l'a déballé le matin de Noël, ses yeux se sont écarquillés. « Monsieur Yates, c'est trop. Ce n'est pas suffisant, dit-il. Vous nous avez redonné la vie, Madame Osborne. Un châle est un maigre remerciement. » Elle porta la douce laine bleue à sa joue et, l'espace d'un instant, son sang-froid se brisa. « Merci, dit-elle doucement. Je n'ai pas reçu de cadeau de Noël depuis 2 ans. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis et que la maison fut devenue silencieuse, Kendrick et Willa s'assirent dans le salon pour regarder les bougies scintiller sur le sapin. Le silence entre eux était confortable, convivial. « Ma femme est décédée il y a exactement 14 mois aujourd'hui, » dit soudain Willis. « Je veux dire mon mari. Edward, il est mort il y a exactement 14 mois aujourd'hui. » Kendrick se tourna vers elle. « Je suis désolé, c'était un homme bon. Pas parfait, mais bon. Il travaillait dur, il me faisait rire, et il m'aimait du mieux qu'il pouvait. » Elle resta silencieuse pendant un moment. « J'ai cru que j'allais mourir aussi quand il est décédé. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Tout me semblait gris et vide. En venant d'ici, en acceptant ce poste, c'est la première fois que je me sens vivante depuis que je l'ai enterré. Sarah est morte en couche. » Kendrick s'entendit dire, « Le bébé est mort aussi. Un fils. Nous avions essayé pendant des années d'avoir un autre enfant après les jumeaux, et quand elle est enfin tombée enceinte, nous étions si heureux. Et puis tout a mal tourné si vite. La sage-femme n'a pas pu arrêter l'hémorragie. Je lui ai tenu la main et je l'ai vue s'éteindre. Et je ne pouvais rien faire. Rien. Sa voix s'est brisée et soudain, la main de Willa a recouvert la sienne, chaude et ferme. « Je suis désolé, a-t-elle dit. « Je suis vraiment désolé, Kendrick. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, et cette petite marque d'intimité a brisé quelque chose en lui. Il s'est mis à pleurer pour de bon, pour la première fois depuis les funérailles de Sarah.
Willa n'a pas lâché sa main. Elle est restée assise à ses côtés pendant qu'il pleurait, et sa présence lui a apporté un réconfort dont il ne savait pas qu'il avait désespérément besoin. Après cette nuit-là, quelque chose a changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement employeurs et employés, pas encore tout à fait amis, mais plus que de simples étrangers. Kendrick se surprit à attendre avec impatience les repas, les conversations qu'ils auraient après avoir couché les enfants. Will commença à sourire davantage, à le taquiner gentiment, à baisser sa garde. En janvier, une violente tempête balaya l'Arizona, apportant un froid inhabituel et même de la neige. Kendrick travailla frénétiquement pour protéger le bétail et s'assurer que les chevaux avaient un abri. Il rentra un soir à moitié gelé, les mains engourdies et les lèvres bleues. Will le regarda et se mit immédiatement à l'œuvre. Elle fit chauffer de l'eau, lui fit enlever ses vêtements mouillés dans le vestibule et l'enveloppa dans des couvertures. Elle lui apporta un café chaud additionné de whisky et le fit boire alors qu'il était assis près du poêle. « Tu vas mourir en sortant par ce temps sans équipement adéquat, le gronda-t-elle, mais ses mains étaient douces lorsqu'elle vérifia s'il avait des engelures. Le bétail avait besoin d'être soigné, dit-il en claquant des dents. Le bétail ne vaut pas la peine de mourir. Tes enfants ont besoin de leur père. Elle lui frotta les mains entre les siennes pour essayer de rétablir la circulation sanguine. Kendrick, tu dois faire plus attention. L'inquiétude dans sa voix, la tendresse de son toucher firent comprendre à Kendrick quelque chose qui aurait dû être évident depuis des semaines. Il était en train de tomber amoureux de Willa Osborne. Cette prise de conscience le terrifia. Il avait l'impression de trahir Sarah, même si celle-ci était partie depuis 15 mois. Cela semblait trop tôt, trop rapide, trop compliqué. Willow était son employée, une femme qui était venue s'occuper de ses enfants, pas pour devenir sa femme. Mais le colonel n'était pas logique, et Kendrick ne pouvait pas ignorer ce qu'il savait désormais. Il aimait la façon dont Willa fredonnait en coupant le pain. Il aimait sa patience avec les enfants, sa force tranquille, son esprit vif. Il aimait la façon dont elle comblait le vide dans sa maison et dans son cœur. Il ne dit rien, terrifié à l'idée de la faire fuir, de ruiner la fragile relation qu'ils avaient construite. Février apporta un temps plus clément et le début des travaux printaniers. Willis commença son jardin, apprenant à Rebecca et aux jumeaux comment préparer la terre et planter des graines. Elle commença également à enseigner à Rebecca des matières plus avancées, reconnaissant l'intelligence vive de la jeune fille. Elle pourrait devenir enseignante un jour, dit Willa à Kendrick un soir. Elle est brillante, patiente et adore apprendre. Tu devrais envisager de l'envoyer dans une bonne école, peut-être à Tucson. Cela signifierait qu'elle quitterait la maison, dit Kendrick, l'idée lui étant pénible. Dans quelques années, oui, mais l'éducation est un cadeau, Kendrick. Ne lui refuse pas cette chance parce que tu as peur de la laisser partir. Elle avait raison, comme souvent, et Kendrick se demanda comment il avait pu s'en sortir sans sa sagesse et sa perspicacité. En mars, le malheur frappa. Thomas eut de la fièvre qui s'aggrava rapidement. En l'espace d'une journée, il était dans un état critique, son petit corps brûlant de fièvre, sa respiration difficile. Kendrick voulait aller chercher le médecin, mais le plus proche se trouvait à Benson, à une demi-journée de cheval, et il avait peur de partir. « Va, dit Willis fermement, va chercher le médecin. Je resterai avec Thomas. Je sais comment faire baisser la fièvre et le soulager, mais il aura peut-être besoin de médicaments que je ne peux pas lui donner. Pars maintenant et va vite. » Kendrick chevaucha plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, poussant son cheval à ses limites. Il trouva le médecin et le ramena, le trajet aller-retour lui prenant près de 14 heures. Quand ils arrivèrent, épuisés et anxieux, Kendrick se précipita dans la maison, s'attendant au pire. Au lieu de cela, il trouva Thomas dormant paisiblement, sa fièvre tombée. Willis était assise à côté de lui, le visage marqué par la fatigue, mais elle souriait. « Le pire est passé, dit-elle doucement. La fièvre est tombée il y a 1 heure. Le médecin a examiné Thomas et a confirmé le diagnostic de Willa. Vous avez tout fait comme il fallait, Madame Osborne. Des compresses froides, du thé à l'écorce de saule pour l'hydrater. Il aura besoin de repos et de soins pendant encore quelques jours, mais il devrait se rétablir complètement. » Après le départ du médecin, Kendrick trouva Willa dans la cuisine, s'autorisant enfin à s'asseoir. Elle semblait complètement épuisée. « Vous lui avez sauvé la vie, » dit Kendrick, la voix chargée d'émotion. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. »
Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle souleva sa tasse de café. Kendrick traversa la pièce et s'agenouilla à côté de sa chaise. Willa, j'ai quelque chose à vous dire. Elle le regarda, ses yeux gris verts fatigués mais alertes. Je t'aime, dit-il simplement. Je suis amoureux de toi depuis des mois et je ne peux plus le cacher. J'aime ta force et ta gentillesse. J'aime la façon dont tu t'occupes de mes enfants. J'aime la façon dont tu as ramené la lumière dans cette maison. Je t'aime et j'ai peur que le fait de te le dire te fasse fuir, mais je ne peux plus faire semblant. Will posa sa tasse de café très délicatement. Kendrick, je suis ton employé. Tu es bien plus que cela, et tu le sais. Je le sais. Elle tendit la main et lui caressa le visage, ses doigts suivant la ligne de sa mâchoire. Je t'aime aussi. Je me suis battu contre ce sentiment parce que cela me semblait mal, trop tôt pour nous deux, trop compliqué. Mais quand Thomas était si malade et que j'ai cru que nous allions le perdre, j'ai réalisé que la vie était trop courte et trop incertaine pour nier ce que nous ressentions. Kendrick lui prit la main et déposa un baiser sur sa paume. Épouse-moi, Willa, non pas parce que les enfants ont besoin d'une mère, même si c'est le cas, ni parce que j'ai besoin d'aide au ranch, même si c'est vrai, mais parce que je t'aime et que je veux passer ma vie avec toi. Oui, murmura-t-elle. Oui, Kendrick, je t'épouserai. Il la serra dans ses bras et l'embrassa, un baiser tendre qui contenait tout l'amour, l'espoir et la promesse d'un nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, Willow pleurait. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau, dit-elle. Après la mort d'Edward, j'ai cru que cette partie de ma vie était terminée. Je sais. J'ai ressenti la même chose après Sarah. Kendrick essuya ses larmes avec ses pouces. Mais nous avons une seconde chance, Willa. Nous pouvons aimer à nouveau, reconstruire notre vie. Ce n'est pas trahir ceux que nous avons perdus. Je pense qu'il voudrait que nous soyons heureux. Je le pense aussi. Ils l'annoncèrent aux enfants le lendemain matin. Kendrick s'inquiétait de leur réaction, craignant qu'ils pensent qu'il essayait de remplacer leur mère. Mais Rebecca sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Je suis contente, dit-elle. Madame Osborne te rend heureux, papa. Et elle nous rend heureux aussi. Maman aurait voulu ça. » Les autres enfants ont également bien accepté la nouvelle. Ils étaient même enthousiastes. Les jumelles se sont immédiatement mises à planifier le mariage, pleines d'idées pour les fleurs et le gâteau. James a serré solennellement la main de Kendrick, l'air fier et adulte. Thomas s'est blotti sur les genoux de Willa et a annoncé qu'elle allait désormais être sa maman, ce qui l'a fait pleurer à nouveau. Seule Molly, qui n'avait pas vraiment de souvenir de Sarah, était déconcertée par toute cette effervescence. Mais elle aimait déjà Willa, cherchant constamment à se rapprocher d'elle, et Kendrick savait que c'était une bénédiction en soi. Ils se marièrent en avril dans la petite église de Wilcox. Madame Patterson aida Willa à confectionner une robe simple mais magnifique en coton ivoire. Rebecca et Martha portaient des robes bleues assorties et faisaient office de demoiselles d'honneur. Toute la ville était présente et Kendrick réalisa à quel point ils avaient su gagner la sympathie des gens, combien de personnes se souciaient de leur famille. Le révérend Collins célébra la cérémonie, parlant d'amour, de perte et de nouveaux départs, de la grâce de Dieu qui offre une seconde chance. Lorsque Kendrick glissa une bague en or au doigt de Willa et qu'elle en glissa une au sien, il sentit le poids du bois s'alléger un peu, laissant place à l'avenir. Leur nuit de noces fut tendre et douce. Willa avait déménagé ses affaires dans la chambre que Kendrick partageait avec Sarah, et il craignait que cela ne lui semble étrange. Mais Willa en avait fait leur espace, et non un sanctuaire dédié à ce qui avait été perdu. Et lorsqu'il fit l'amour à sa nouvelle épouse, il n'y eut que de la joie, de la complicité et de l'espoir. « Je t'aime, Madame Yates, murmura-t-il contre sa peau. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour, et ses mots résonnèrent comme une promesse, comme un retour à la maison. La vie prit un nouveau cours. Willa n'était plus la gouvernante, mais la maîtresse de maison, l'épouse de Kendrick et la belle-mère des enfants. Elle assuma ses rôles avec la même compétence et le même amour qu'elle avait apporté à tout le reste. Mais désormais, il y avait aussi de la joie, des rires, de la romance. Kendrick rentrait des champs et trouvait Willow qui l'attendait avec un baiser et un sourire. Le soir, après avoir couché les enfants, ils se promenaient main dans la main sous le vaste ciel de l'Arizona. Ils s'asseyaient ensemble sous le porche et parlaient de leur journée, de leurs rêves, de leurs projets d'avenir. Les enfants s'épanouissaient.
Rebecca s'épanouissait grâce à l'enseignement de Willa, sa confiance en elle grandissant de jour en jour. James était moins renfermé, plus disposé à partager ses pensées et ses sentiments. Les jumeaux s'étaient calmés, canalisant leur énergie dans les tâches ménagères et leurs études. Thomas s'était complètement remis de sa maladie et était devenu l'ombre de Willa, la suivant partout. Molly fit ses premiers pas et prononça son premier mot, qui fut «maman», adressé à Willa. En mai, ils célébrèrent le 3e anniversaire de Molly avec une petite fête. Willa prépara un gâteau et ils invitèrent quelques familles du voisinage. Kendrick regardait Willa rire en aidant Molly à souffler ses bougies et son cœur était si plein qu'il crut qu'il allait éclater. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à aller se coucher, Willa se tourna vers lui avec un sourire timide. «J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte.» Kendrick la regarda fixement, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. «Tu en es sûr, aussi sûr que possible à ce stade. J'aurais dû avoir mes règles il y a 3 semaines et je me sens mal le matin.» Elle se mordit la lèvre. «Je sais que nous n'en avons pas discuté et avec 6 enfants déjà, tu n'en veux peut-être pas d'autres, mais je ne peux m'empêcher d'être heureuse. J'ai toujours voulu avoir des enfants et maintenant j'en vais avoir un et je suis tellement reconnaissante et heureuse que j'en pleurerai.» Elle pleurait, des larmes de joie coulaient sur son visage et Kendrick la serra dans ses bras. «Je suis heureux, moi aussi», dit-il, surpris de constater que c'était tout à fait vrai. «Je suis ravi, Willa. Un bébé, notre bébé. C'est un cadeau, une bénédiction. Tu ne penses pas que c'est trop? 7 enfants. Je pense que notre famille a assez de place pour tout l'amour que nous pouvons donner.» Il embrassa son front. «Et ce bébé aura 6 frères et sœurs qui l'adoreront et 2 parents qui s'aiment. Qu'est-ce qui pourrait être mieux?» La grossesse se déroula sans encombre. Will continua à s'occuper du ménage, même si Kendrick insistait pour qu'elle se repose davantage et laisse Rebecca l'aider dans les tâches les plus lourdes. Les enfants étaient enthousiasmés par l'arrivée du nouveau bébé. Ils en parlaient sans cesse et faisaient des projets. «J'espère que ce sera un frère», dit James. «Michael et moi, on aurait bien besoin d'un autre garçon ici.» «J'espère que ce sera une sœur», rétorqua Martha. «On a besoin de plus de filles.» «Tant qu'il est en bonne santé», dit Rebecca avec sagesse. «Peu importe.» À la fin de l'été, Kendrick engagea un jeune homme nommé Jack pour l'aider dans les travaux du ranch. Avec l'arrivée du bébé et les besoins de 7 enfants à prendre en charge, il avait besoin d'une aide supplémentaire. Jack était travailleur et de bonne humeur, et il s'intégra rapidement à la famille élargie, partageant souvent les repas avec eux et participant à leurs activités du soir. Le mois d'août apporta une chaleur intense et Willa se sentit mal à l'aise pendant les dernières semaines de sa grossesse. Kendrick fit tout ce qu'il pouvait pour l'aider à rester au frais, lui apportant de l'eau fraîche, l'éventant pendant qu'elle se reposait, prenant en charge une plus grande partie des tâches ménagères malgré ses protestations. «Je suis enceinte, pas handicapée», disait-elle, mais elle souriait en le disant, reconnaissante de son attention. «Tu portes mon enfant», répondait-il. «Laisse-moi prendre soin de toi.» Par un après-midi torride de fin août, Willis Pace commença. Madame Patterson vint de la ville pour aider et envoya également chercher le médecin. L'accouchement fut long et difficile, et Kendrick faisait les 100 pas devant la porte de la chambre, terrifié et priant, se souvenant de la mort de Sarah avec une horreur viscérale. Mais Willow était forte, et lorsque le cri du bébé a enfin retenti, Kendrick s'est presque effondré de soulagement. Madame Patterson a ouvert la porte en souriant. «Vous avez un fils, Monsieur Yates, un petit garçon en bonne santé, et votre femme va bien. Elle est fatiguée, mais elle va bien.» Kendrick s'est précipité dans la chambre. Willa était allongée dans son lit, épuisée mais radieuse, tenant dans ses bras un petit paquet enveloppé dans un tissu doux. Lorsqu'elle l'a vu, elle a souri. «Venez rencontrer votre fils», dit-elle doucement. Kendrick s'approcha prudemment, comme dans un rêve. Le bébé était parfait, petit et au visage rouge, avec une touffe de cheveux foncés et des yeux inquisiteurs. Lorsque Willa le plaça dans les bras de Kendrick, il ressentit le même élan d'amour qu'il avait ressenti pour chacun de ses autres enfants, mais aussi quelque chose de nouveau, un sentiment de renouveau et d'espoir. «Il est parfait», murmura Kendrick. «Tu es parfaite. Merci, Willa. Merci pour ce cadeau. Comment allons-nous l'appeler?» demanda Will. Ils discutèrent des prénoms,
mais ne se décidèrent pas. Maintenant qu'il tenait son fils dans ses bras, Kendrick savait. Edward, dit tout-il, Edward Kendrick Yates, en hommage à ton premier mari et à moi. Ainsi, il portera notre histoire à tous les deux. Les yeux de Willa se remplirent de larmes. C'est parfait, Edward, c'est vrai. Les autres enfants furent autorisés à entrer pour rencontrer leur nouveau frère, et leur réaction allèrent de l'admiration à la confusion, en passant par l'excitation. Rebecca tint le bébé avec l'assurance d'une grande sœur qui avait déjà fait cela auparavant. James avait l'air fier et protecteur. Les jumeaux voulaient tout toucher, examiner chaque petit doigt et chaque petit orteil. Thomas était fasciné par la petite taille du bébé. Molly ne savait pas trop quoi penser de ce petit nouveau venu, mais semblait disposée à l'accepter. Les mois qui suivirent furent chaotiques, mais joyeux. Le petit Edward était un bébé adorable, en bonne santé et heureux, et il s'intégra dans leur famille comme s'il avait toujours été destiné à y être. Willer se remit rapidement de l'accouchement, même si Kendrick s'occupa d'elle pendant des semaines après. « Je vais bien, insistait-elle en riant. « Arrête de me traiter comme si j'étais en verre. »« Tu m'as donné un fils, répondait-il. J'ai le droit de te traiter comme une reine. » À l'automne, ils ont fêté leur premier anniversaire. Kendrick avait économisé de l'argent et acheté un médaillon en argent à Willa. À l'intérieur, il avait placé une petite photo des 8 membres de la famille réunis. « Pour que tu nous aies toujours avec toi, avait-il dit, en l'attachant autour de son cou. Willa avait touché le médaillon, les larmes aux yeux. « C'est magnifique, Kendrick. Toute cette année a été magnifique. Je suis venu ici en pensant que je serais femme de ménage et nounou. Au lieu de cela, j'ai trouvé une famille, un mari et une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. » « Je me noyais quand tu es arrivé, dit Kendrick, littéralement noyé dans le chagrin, les responsabilités et l'échec. Tu m'as sauvé, Willa. Tu nous as tous sauvés. Nous nous sommes sauvés les uns les autres, corrigea-t-elle. J'étais aussi perdu que toi. Nous avions besoin les uns des autres, tous autant que nous étions. C'est ça, la famille. Alors que l'hiver approchait à nouveau et qu'il s'installait dans le rythme de la vie avec 7 enfants, Kendrick se surprit à réfléchir au parcours qui les avait amenés ici. Il y a 2 ans, il était un veuf désespéré, incapable de faire face aux responsabilités qui lui incombaient. Aujourd'hui, il était à nouveau marié, père de 7 enfants, un homme qui avait appris que l'amour ne diminue pas lorsqu'il est partagé, mais qu'il se multiplie. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder le coucher de soleil peindre le désert de l'Arizona, de nuances dorées et cramoisies, Willa posa sa tête sur son épaule. « As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si je n'étais pas venu ici? » demanda-t-elle. « Tout le temps, admit Kendrick. Et cela me terrifie. Sans toi, j'aurais perdu tout ce qui compte. Les enfants auraient été séparés, envoyés dans des endroits différents. Les ranchs auraient fait faillite, Evan. J'aurais peut-être bu jusqu'à en mourir ou fait quelque chose de pire. Tu nous as sauvés, Willa. Tu m'as donné une raison de revivre, dit-elle doucement. Après la mort d'Edward, je ne faisais que survivre, fonctionner machinalement. Venir ici, te rencontrer, toi et les enfants, retomber amoureuse, avoir un bébé, tout cela m'a ramené à la vie. Nous nous sommes sauvés mutuellement, Kendrick. Nous nous sommes donné une seconde chance. » Il embrassa sa tempe, respirant le parfum de ses cheveux, éprouvant une gratitude indescriptible. « Je t'aime, Madame Yates. Je vous aime aussi, Monsieur Yates. » À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre les enfants jouer, leur voix formant un bruit de fond réconfortant. Rebecca aidait James à lire. Les jumeaux construisaient quelque chose avec des blocs. Thomas chantait une chanson que Willa lui avait apprise. Le bébé Edward gazouillait dans son berceau et le rire de Molly résonnait, clair et joyeux. C'était le son de la famille, de la vie, de l'amour, survivant à la perte et construisant quelque chose de nouveau à partir des cendres du chagrin. Les années passèrent et la famille Yates continua de s'agrandir et de prospérer. Rebecca finit par aller à l'école à Tucson, revint à la maison avec un diplôme d'enseignante et ouvrit finalement une école à Wilcox même. James prit de plus en plus en charge le travail au ranch, devenant le véritable partenaire de Kendrick dans la gestion des terres et du bétail. Les jumeaux, toujours aussi énergiques, canalisèrent leur énergie dans des activités utiles. Martha est devenue une excellente cavalière et Michael a montré un talent pour la mécanique.
Thomas est devenu un garçon attentionné et gentil qui aimait les animaux et avait un don pour les soigner. Molly est devenue l'aide constante de Willa, apprenant tout ce qu'il fallait savoir pour tenir un ménage. Le bébé Edward est devenu fort et en bonne santé. Un garçon brillant qui a hérité de l'esprit vif de sa mère et du tempérament stable de son père. 2 ans après la naissance d'Edward, Willa donna à Kendrick un autre fils, qu'ils prénommèrent William. Puis, 2 ans plus tard, une fille prénommée Sarah en l'honneur de la première femme de Kendrick. Un geste qui apaisa profondément leur cœur. Le ranch prospéra sous la direction de Kendrick. Avec l'aide de Jack, puis celle de James, qui devint leur associé à part entière, ils agrandirent le troupeau et améliorèrent la propriété. Les jardins de Will prospéraient, fournissant de la nourriture à la famille et un surplus à vendre en ville. Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient confortablement, en sécurité et, surtout, ensemble. Kendrick se tenait parfois sur son porche le soir, regardant ses enfants jouer dans la cour et s'émerveillant de la plénitude de sa vie. 10 enfants au total, les 6 de Sarah et les 4 de Willa, tous aimés de la même façon, tous membres d'une grande famille chaotique et magnifique. Willow le rejoignait, glissant sa main dans la sienne, et ils restaient là, ensemble, dans un silence confortable, partenaires dans tous les sens du terme. « Tu ne l'as jamais regretté ?» lui demanda Kendrick un jour, « d'avoir accueilli 6 enfants en deuil et un homme brisé. »« Jamais, » répondit Willis avec fermeté. « Toi et les enfants êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Cette vie que nous avons construite ensemble, c'est tout ce que j'ai toujours voulu et plus que je n'aurais jamais pu rêver. » « Je ressens la même chose, dit Kendrick en la serrant contre lui. Tu as pris un désastre et tu l'as transformé en un foyer. Tu as pris des personnes brisées et tu nous as rendus entiers. Tu es un miracle, Willa Yates. Nous sommes tous des miracles, dit-elle doucement. Chaque jour, nous choisissons d'aimer, de continuer, de construire au lieu d'abandonner. C'est un miracle. Nous l'avons fait ensemble, Kendrick. Toi, moi et les enfants. Nous avons choisi la vie et l'amour. Et regarde ce que nous avons créé. Pour leur 5e anniversaire, toute la famille s'est réunie pour faire la fête. Les 10 enfants de Rebecca, qui avaient maintenant 15 ans et étaient très posés, à la petite Sarah, qui apprenait tout juste à marcher, se sont rassemblés autour de la table que Willa avait chargée de nourriture. Jack s'est joint à eux, étant devenu autant un membre de la famille qu'un employé. Madame Patterson est venue de la ville, et même le shérif Morrison s'est arrêté pour offrir ses félicitations. Après le repas, Rebecca s'est levée, s'éclaircissant la gorge nerveusement. « Je voudrais porter un toast, dit-elle, à papa et maman Willa. » Les autres enfants l'imitèrent immédiatement, levant leur verre de lait ou d'eau. « Il y a 5 ans, quand maman est morte, j'ai cru que notre famille était finie, » poursuivit Rebecca, d'une voix calme mais émue. « J'ai cru que nous allions tous être séparés, envoyés ailleurs. J'ai cru que papa allait disparaître dans son chagrin et que nous allions le perdre, lui aussi. J'avais tellement peur et je ne savais pas comment y remédier, car je n'étais qu'une petite fille qui essayait de faire le travail d'une femme adulte. » Willer tendit le bras par-dessus la table et serra la main de Rebecca. Et puis maman Willa est arrivée, a poursuivi Rebecca. Et tout a changé. Elle n'a pas essayé de remplacer notre mère. Elle a honoré sa mémoire, mais elle nous a aimés, pris soin de nous et nous a apporté de la stabilité alors que tout s'écroulait. Elle a sauvé notre famille et elle a redonné le sourire à papa, ce que je ne pensais pas possible. Kendrick a senti sa gorge se serrer d'émotion. « Alors, je veux te dire merci, » dit Rebecca en regardant Willa droit dans les yeux. « Merci de nous avoir aimés alors que nous étions brisés. Merci de nous avoir permis de redevenir une famille. Merci d'avoir été exactement ce dont nous avions besoin au moment où nous en avions le plus besoin. Nous t'aimons, Maman Willa. Nous t'aimons. » Les autres enfants reprirent en chœur et Willa pleurait ouvertement, des larmes de joie coulant sur son visage. « Je vous aime tous aussi, » parvint-elle à dire. « Être votre mère à tous est le plus grand honneur de ma vie. » Kendrick se leva et prit Willa dans ses bras, la serrant contre lui tandis que leurs enfants applaudissaient et les acclamaient. À ce moment-là, entourés d'amour et de rire, et de la famille qu'ils avaient construite ensemble à partir de la perte, du besoin et de l'espoir, il sut que chaque lutte en avait valu la peine. Chaque moment sombre les avait menés ici, à ce présent lumineux et magnifique, à cet avenir plein de promesses. Ce soir-là, après le départ des invités,
Et une fois les enfants enfin endormis après toute cette agitation, Kendrick et Willa s'assirent sous leur porche sous un ciel étoilé. La nuit en Arizona était fraîche et claire. L'air embaumait le parfum du jardin de Willa. Merci, dit Kendrick doucement. Pourquoi? Pour avoir dit oui quand je t'ai demandé de m'épouser. Pour avoir pris le risque de te lier à un veuf en deuil avec 6 enfants et un ranch en faillite. Pour m'avoir aimé alors que je pensais ne plus pouvoir être aimé. Pour m'avoir donné d'autres enfants et rempli ma vie de joie. Pour tout, Willa. Pour absolument tout. Willa posa sa tête sur son épaule. Tu m'as donné tout autant. Un foyer, une famille, un but et un amour que je pensais ne jamais retrouver. Nous étions deux personnes brisées qui se sont trouvées exactement au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence, Kendrick. C'est la grâce. Je le crois, dit-il en embrassant ses cheveux. Je crois que nous étions destinés à nous trouver. Je crois que Sarah et Edward sont quelque part en train de sourire, sachant que nous sommes heureux. Je le crois aussi. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, écoutant les bruits nocturnes du ranch, le mugissement lointain du bétail, le chant des criquets, le murmure du vin dans le canyon. « Tu penses qu'on a fini? » demanda Will finalement. « Fini quoi? »« Avoir des enfants, répondit-elle en riant doucement. « 10, c'est beaucoup, Kendrick, mais je n'ai que 35 ans. Si Dieu décide de nous bénir avec d'autres enfants, je ne m'en plaindrai pas. » Kendrick gloussa un son de pur contentement. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Que ce soit 10 enfants, 12 ou 15, que ce soit la sécheresse ou la prospérité, la maladie ou la santé, nous y ferons face ensemble, Willa. C'est notre force. Ce n'est pas que nous ne rencontrons pas de difficultés, mais nous les affrontons ensemble et nous en sortons plus forts. Ensemble, acquiesça Willa en levant son visage pour un baiser. Et ainsi, année après année, ils continuèrent à construire leur vie, un jour après l'autre. Il y eut bien sûr des défis, des années où le ranch connut des difficultés et où l'argent était rare, des maladies qui les terrifiaient, des moments de chagrin où l'un ou l'autre des enfants s'effondrait, manquant Sarah, ayant besoin de parler d'elle et de se souvenir d'elle, des conflits entre frères et sœurs, les tensions normales d'une grande famille, des conditions météorologiques difficiles, des voisins difficiles, les 1000 petites crises qui composent une vie. Mais malgré tout cela, Kendrick et Willa ont tout affronté ensemble. Leur amour l'un pour l'autre et pour leurs enfants était le fondement qui leur a permis de résister à toutes les tempêtes. Ils ont enseigné à leurs enfants la valeur du travail acharné, l'importance de l'éducation, le pouvoir de l'amour et du pardon. Ils leur ont montré que la famille ne se résume pas aux liens du sang, que parfois, ceux qui vous sauvent sont ceux qui vous choisissent et non ceux dont vous êtes issus. Rebecca est devenue une enseignante très appréciée à Wilcox avant d'épouser le nouveau pasteur qui est arrivé en ville lorsqu'elle avait 22 ans. James a repris le ranch lorsque Kendrick a décidé de lever le pied, le gérant avec le même dévouement et le même talent que son père. Les jumeaux ont trouvé leur vocation, Martha dressant des chevaux et Michael ouvrant un atelier en ville. Thomas est devenu vétérinaire, l'un des premiers dans cette région de l'Arizona. Molly a épousé un éleveur voisin et a élevé sa propre famille nombreuse à proximité. Et les 4 enfants de Willa et Kendrick, Edward, William, Sarah, puis une autre fille prénommée Grace, née lorsque Willa avait 38 ans, ont tous grandi en sachant qu'ils étaient aimés et désirés. Ils connaissaient l'histoire de la rencontre de leurs parents, comment leur mère était venue sauver une famille en ruine, comment l'amour, le besoin et la providence les avaient tous réunis. À l'occasion de leur 10e anniversaire, Kendrick et Willa ont renouvelé leurs vœux dans la même petite église où ils s'étaient mariés. Tous leurs enfants se tenaient à leur côté, certains désormais jeunes adultes, d'autres encore petits. L'église était remplie d'amis et de voisins qui avaient vu leur famille grandir et s'épanouir. Le révérend Harrison, qui avait remplacé le révérend Collins, a parlé du miracle des secondes chances, de la façon dont Dieu agit à travers des gens ordinaires pour créer des histoires d'amour extraordinaires. Il y a 10 ans, a-t-il dit, 2 hommes blessés se sont trouvés dans leurs moments les plus sombres. 6 enfants avaient besoin d'une mère. Un homme brisé avait besoin d'une compagne. Une veuve solitaire avait besoin d'un but. Et à partir de ce besoin, Dieu a tissé une tapisserie d'amour qui a béni non seulement cette famille, mais toute la communauté.
Kendrick et Willa Yates nous ont montré à tous ce que signifie choisir l'amour, choisir la vie, choisir l'espoir, même lorsque l'espoir semble impossible. Lorsque Kendrick et Willer ont renouvelé leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans l'Église. Ils ont prononcé ces mots avec le poids de 10 ans d'expérience partagée derrière eux. 10 ans de joie, de lutte, de croissance et d'amour. Moi, Kendrick, je te prends, Willa, pour être ma femme à nouveau et pour toujours, a déclaré Kendrick d'une voix forte et assurée. Il y a 10 ans, tu as sauvé ma vie et celle de mes enfants. Depuis, chaque jour, tu as rendu nos vies plus riches, plus épanouies et plus belles. Je t'aime plus aujourd'hui que le jour de notre mariage, et je t'aimerai plus demain qu'aujourd'hui. Tu es ma partenaire, ma meilleure amie, l'amour de ma vie et la mère de mes enfants. Je promets de t'honorer, de te chérir et de t'aimer tous les jours de ma vie. La voix de Will tremblait d'émotion lorsqu'elle répondit. Moi, Willa, je te prends, Kendrick, pour époux, à nouveau et pour toujours. Il y a 10 ans, je suis arrivé chez toi brisé et perdu. Et tu m'as donné une famille et un but dans la vie. Tu m'as donné des enfants à aimer et une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu m'as redonné espoir alors que je pensais l'avoir perdu à jamais. Je t'aime de tout mon cœur et je suis tellement reconnaissante pour chaque jour que nous avons passé ensemble. Je promets de rester à tes côtés, de t'aimer à chaque saison, d'être ta partenaire et ton aide tous les jours de ma vie. Ils échangèrent de nouvelles alliances, de simples bagues en or gravées de la date de leur anniversaire, et lorsqu'ils s'embrassèrent, leurs enfants les acclamèrent et applaudirent avec toute l'assemblée. La fête qui suivit fut joyeuse et bruyante. Toute la ville semblait s'être déplacée pour la fête au ranch. Il y avait de la nourriture, de la musique et de la danse. Kendrick a dansé la valse avec Willa sous les étoiles, comme il en rêvait depuis toutes ces années, et son cœur était si plein qu'il pensait qu'il allait déborder. Tu es heureux? Lui a demandé Will en lui souriant. Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer, a répondu Kendrick avec sincérité. Tu m'as tout donné, Willa, tout ce qui compte. Tu m'as tout donné aussi, dit-elle. Un foyer, une famille, un amour qui remplit tout mon cœur. Je te suis tellement reconnaissante, Kendrick. Je suis tellement reconnaissante pour nous. Alors qu'ils dansaient, entourés de leurs enfants et de leurs amis sous le vaste ciel de l'Arizona, qui avaient été témoins de leur idylle, de leurs difficultés et de leur triomphe, Kendrick repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Il avait été un homme désespéré, incapable de faire face à ce que la vie lui avait réservé. Will avait été une femme perdue, en quête de sens après une perte dévastatrice. Séparément, ils étaient en train de se noyer. Ensemble, ils avaient trouvé un terrain solide. Leur histoire d'amour n'était pas conventionnelle, née du hasard, de rencontres et de rituels de séduction. Elle s'était forgée dans le besoin et le désespoir, dans un chagrin partagé et un salut mutuel, mais elle était réelle, profonde et vraie, éprouvée par le temps et les épreuves, et s'était révélée suffisamment forte pour construire une vie entière. Les années continuèrent à passer. Les cheveux de Kendrick devinrent gris, et les boucles auburn de Willa se parèrent de mèches argentées. Leurs enfants grandirent et fondèrent leur propre famille, même si la plupart restèrent proches, construisant des maisons sur le ranch ou à Wilcox. La maison qui résonnait d'autrefois du chaos de 10 enfants résonnait désormais des rires des petits-enfants, puis des arrière-petits-enfants. À l'occasion de leur 25e anniversaire, Kendrick et Willa s'assirent sur leur porche, dans les mêmes fauteuils à bascule qu'ils occupaient depuis des années, regardant le coucher de soleil peindre le désert de couleurs familières. Leurs mains étaient désormais burinées, marquées par des décennies de travail, mais elles s'emboîtaient toujours parfaitement, les doigts entrelacés. 25 ans, s'amusa Will. Comment cela avait-il pu arriver? Un jour à la fois, répondit Kendrick. Un lever de soleil, un coucher de soleil, un repas, un rire, une larme. Tous ces jours qui, additionnés, formaient une vie. Une belle vie, dit Willis doucement. La meilleure vie. La meilleure, acquiesça Kendrick. Il se tourna pour la regarder. Cette femme qui l'avait sauvé, qui l'avait aimé, qui avait construit une vie avec lui à partir des ruines de la perte. Son visage avait changé au fil des ans, gagnant en rides et en douceur. Mais pour lui, elle était aussi belle que le jour où elle avait frappé à sa porte pour la première fois. Plus belle, en fait, car maintenant il savait tout ce que ses yeux gris-verts avaient vu, tout ce que ses mains habiles avaient accompli.
chaque moment d'amour que ses lèvres avaient prononcé. Je referai tout, dit-il. Chaque instant, chaque lutte, chaque triomphe. Je te choisirai encore et encore dans chaque vie. Willis sourit. Ce sourire qui avait commencé à fissurer son cœur endurci par le chagrin il y a toutes ces années. Je te choisis aussi. Toujours toi. Toujours cette vie. Toujours notre famille. Ils s'assirent dans un silence confortable, tandis que le soleil se couchait à l'horizon et que les étoiles commençaient à apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait. De l'intérieur de la maison, ils pouvaient entendre les bruits de leur famille qui se réunissaient pour le dîner. 3 générations sous un même toit ce soir pour célébrer leur anniversaire. Des voix s'appelaient les unes les autres. Les enfants riaient, quelqu'un dressait la table, tandis qu'un autre vérifiait le rôti dans le four. C'était le bruit de la maison, de la famille, de l'amour qui avait survécu à la perte et en était ressorti plus fort. On y va? Demanda finalement Will. Ils nous attendent. Dans 1 minute, répondit Kendrick, qui n'était pas prêt à laisser passer ce moment. Je veux juste rester assis ici avec toi encore un peu, juste toi et moi, pour toujours, juste toi et moi, acquiesça Willa, même quand nous sommes entourés de 50 personnes. Toi et moi, Kendrick. C'est là que tout commence et tout finit. Toi et moi, répéta-t-il en portant sa main à ses lèvres pour l'embrasser tendrement. Mon amour, ma vie, ma Willa. Ils s'assirent ensemble, tandis que le chevalier du désert les enveloppait de son étreinte. 2 âmes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient créé la lumière. Un cow-boy qui se noyait et une femme qui savait nager. 6 enfants qui avaient besoin d'amour et une femme qui avait tant à donner. Le besoin, le talent et l'amour, tous 3 entrelacés pour créer quelque chose de beau et de durable. Leur histoire d'amour n'était pas écrite en grands gestes ou en déclarations dramatiques, même s'il y avait eu des moments des deux. Elle était écrite dans les choix quotidiens, dans le fait d'être là l'un pour l'autre, dans les milliers de petits gestes de gentillesse et d'attention qui composent un mariage. Elle s'était écrite dans les enfants qu'ils avaient élevés ensemble, les petits-enfants qu'ils avaient accueillis, la vie qu'ils avaient construite côte à côte. Et alors qu'ils se levaient enfin de leur fauteuil à bascule et marchaient main dans la main vers la maison remplie de personnes qui les aimaient, qui existaient parce qu'ils s'étaient aimés, Kendrick Yates savait avec une certitude absolue qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Il avait eu une seconde chance en amour, en famille, dans la vie elle-même. Et il avait passé chaque jour des 25 dernières années à se montrer digne de ce cadeau. À l'intérieur, leur famille était réunie autour de la longue table que Kendrick avait construite il y a des années pour pouvoir accueillir tout le monde. 10 enfants désormais adultes, avec leurs conjoints et leurs propres enfants. 27 petits-enfants, selon le dernier décompte, allant des nourrissons aux adolescents. Et tous étaient réunis ici pour célébrer l'amour qui avait rendu tout cela possible. Rebecca s'est levée pour porter un toast, comme elle l'avait fait pour leur 5e anniversaire, leur 10e, leur 15e et leur 20e. C'était devenu une tradition. L'aîné rendait hommage à ses parents qui leur avaient légué cet héritage d'amour. À Maman Willa et Papa, a-t-elle dit d'une voix encore forte, bien qu'elle ait maintenant 40 ans et ses propres enfants, il y a 25 ans, vous vous êtes tenus devant Dieu et cette communauté, et vous avez promis de vous aimer l'un l'autre. Vous avez tenu cette promesse chaque jour depuis. Vous nous avez montré à tous ce qu'est le véritable amour. Pas celui qui est facile, qui existe quand tout est parfait, mais celui qui est difficile, qui persévère malgré les pertes, les difficultés et les moments difficiles. Celui qui choisit de continuer à aimer même quand c'est difficile. Celui qui construit des familles et des communautés et laisse le monde meilleur qu'il ne l'a trouvé. Elle leva son verre plus haut. Vous nous avez sauvés, tous les deux. Vous avez sauvé une famille qui était en train de se désagréger. Vous avez créé un foyer rempli d'amour, de rire et de sécurité. Vous nous avez tous fait don de votre exemple, en nous montrant comment bien aimer, comment pardonner, comment construire quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. Nous sommes tous ici parce que vous vous êtes choisis l'un l'autre, parce que vous avez choisi l'amour, parce que vous nous avez choisis. Alors, trinquons à 25 années supplémentaires et à la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais connue. À maman, Willa et papa, le cœur de la pièce, et le son était comme de la musique, comme un retour à la maison, comme tout ce qui est bon et juste dans le monde. Kendrick regarda Willa de l'autre côté de la table
et elle le regarda en retour. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils avaient aimé, tout cela se cristallisa en une parfaite clarté. Ils avaient fait cela ensemble. Ils avaient pris le désastre et en avaient fait un triomphe. Ils avaient pris le chagrin et en avaient fait de la joie. Ils avaient pris un cowboy qui ne savait pas faire face et une femme pleine de compétences et d'amour. Et ils avaient créé une famille, un héritage, une histoire d'amour pour les siècles à venir. Et alors que le repas commençait, que la conversation et les rires remplissaient en l'air, que les enfants couraient entre les adultes et que les bébés passaient de bras en bras, Kendrick tendit la main sous la table et trouva celle de Willa. Elle lui serra les doigts et il lui rendit son étreinte. Une conversation silencieuse qui disait tout ce qu'il fallait dire. Je t'aime aussi, merci, merci. Pour toujours, ensemble. Le cowboy avait 6 enfants et ne pouvait pas s'en sortir. Elle avait des compétences et de l'amour, et ils avaient tous besoin les uns des autres. C'était une histoire simple, en réalité, le genre d'histoire qui se produisait tous les jours dans le Far West. Des gens qui se trouvaient et s'accrochaient dans une terre rude et magnifique. Mais c'était aussi extraordinaire, car chaque histoire d'amour est extraordinaire lorsqu'elle sauve des vies, crée des avenirs et prouve que l'espoir n'est jamais vraiment perdu. Kendrick et Willa Yates ont vécu leurs derniers jours dans ce ranch près de Willocks, en Arizona, entourés de la famille qu'ils avaient fondée ensemble. Ils ont vieilli côte à côte, leur amour s'approfondissant d'année en année, leurs liens se renforçant à chaque joie partagée et chaque tempête surmontée. Et lorsque leur heure est finalement venue, de nombreuses années plus tard, ils sont partis paisiblement, rassurés de savoir que leur amour avait changé le monde, du moins pour les 10 enfants qui les appelaient papa et maman, et les dizaines de petits-enfants et arrière-petits-enfants qui ont perpétué leur héritage. Leur histoire est devenue une légende locale, racontée et répétée autour des tables et des feux de camp. Le cow-boy qui se noyait et la veuve qui l'a sauvé. Les 6 enfants qui avaient besoin d'une mère et la femme qui avait besoin d'une famille. L'amour qui est né du désespoir et s'est transformé en quelque chose de transcendant et d'éternel. Et même si les détails précis se sont peut-être estompés au fil des ans, la vérité essentielle est restée limpide. Parfois, lorsque nous avons le plus besoin les uns des autres, lorsque nous sommes brisés et perdus et que nous ne savons pas comment continuer, l'amour trouve un moyen. Il se manifeste sous des formes inattendues, sous les traits d'un étranger qui devient un membre de la famille, dans le courage d'essayer à nouveau, dans la volonté d'ouvrir notre cœur même après qu'il ait été brisé. Kendrick et Willa avaient trouvé cette vérité l'un dans l'autre. Ils l'avaient vécue chaque jour de leur vie ensemble et l'avaient transmise à tous ceux qu'ils avaient côtoyés. Un héritage d'espoir, de résilience et d'amour qui perdurerait longtemps après leur disparition. La preuve que même dans les moments les plus difficiles, dans les endroits les plus sauvages, l'amour reste la force la plus puissante de toutes.